Merci à tous d'être présents pour cette conférence qu'on a appelée « Quand les entrepôts deviennent intelligents ». Et donc pour animer cette table ronde, nous avons réuni des experts, non moins intelligents d'ailleurs, à qui je vais demander de bien vouloir se présenter. Peut-être Marc ? Oui, bonjour. Donc Marc Esposito, je suis directeur de l'innovation chez GSE. GSE, c'est un contractant général en immobilier d'entreprise. Et donc on construit des bâtiments industriels, tertiaires et logistiques, qui est notre cœur de métier. Merci. Corinne. Bonjour, moi je m'appelle Corinne Grapton et nous avons créé avec Michel Moulin, qui est d'ailleurs dans la salle, il y a plus de 10 ans, l'entreprise Le Studio LED. Nous sommes fabricants de solutions d'éclairage LED intelligent et nous intervenons surtout au niveau des environnements logistiques, mais aussi des villes, de l'industrie. Donc on aura l'occasion de discuter de tout ça lors de la conférence. Merci Jean-Paul. Et je remercie Jean-Paul pour l'organisation aussi de la conférence. J'allais le faire. Et Jean-Paul, donc directeur général de Concerto Développement. Exactement, et Concerto est la branche immobilier logistique du groupe Kaufmann et Broad. Donc nous, on développe des projets d'immobilier logistique, comme le nom l'indique. Et qui chaque année donc prend l'initiative de du cycle de conférences immobilier logistique. De cette table ronde. Voilà, donc bienvenue Merci. Dans notre modeste contribution. Olivier. Bonjour à tous, merci également pour l'invitation. Donc Olivier Rocher, je suis le fondateur, créateur de la société Scalog, qui est une entreprise française. Et alors nous, on développe des systèmes robotisés pour équiper les plateformes logistiques. Donc on cherche également à les rendre plus intelligents, majoritairement dans les process et de l'activité de préparation de commandes. On en parlera plus. Merci. Alors justement, Marc, qu'est-ce qu'on appelle entrepôt intelligent ? Alors, je vais vous donner ma définition, mais pour moi, un entrepôt intelligent, c'est un entrepôt qui va être capable d'optimiser de façon autonome son fonctionnement. Alors, son fonctionnement, en général, on va, dans un entrepôt logistique, piloter le bâtiment, essentiellement l'éclairage, le chauffage, piloter la sécurité, ça peut être la sécurité incendie, la sécurité intrusion, et puis le process, un bâtiment logistique, il est fait pour stocker des produits, enfin stocker, distribuer des produits et donc optimiser le process de la logistique. Merci. C'est vrai que pour le grand public, souvent l'entrepôt, c'est une grosse boîte à chaussures. Hein, et on n'a pas forcément toujours conscience qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'électronique et d'intelligence. Oui, c'est de moins en moins. Oui. Corinne, alors justement, quelles sont les technologies qui permettent aujourd'hui de rendre l'entrepôt plus intelligent ? Alors, en ce qui concerne l'éclairage, aujourd'hui, l'éclairage et la GTB, même si je ne vais pas commencer à parler du décret Bax, mais en tout cas, la première étape, c'est de dire que ce soit à l'extérieur de l'entrepôt ou à l'intérieur de l'entrepôt, aujourd'hui, nous créons des technologies complètement intégrées, justement d'intelligence, de capteurs, donc des solutions, ce qu'on appelle digitales, qui vont permettre de n'éclairer que si nécessaire. Et de aussi respecter les différentes normes, donc aussi bien le meilleur éclairage, un meilleur confort de travail à l'intérieur ou les normes extérieures, notamment pour ne pas éclairer vers le ciel. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a les entrepôts qui se créent et c'est pas uniquement la technologie LED qui va permettre de réduire ses consommations, loin de là. C'est bien autre chose, c'est justement une technologie avec de l'intelligence intégrée. Et ensuite, il y a tous les entrepôts aujourd'hui, 80% des entrepôts qui aujourd'hui sont quand même très très loin de la performance énergétique qu'on pourrait attendre de nos bâtiments. Mais est-ce que ça veut dire qu'à l'occasion d'une installation de LED ou une opération de relamping, par exemple, on peut repenser la manière dont l'architecture... Alors complètement. Je prends l'exemple de Geodis, qui est un client depuis très longtemps chez nous. C'est 80% de la consommation déjà d'un entrepôt, c'est de l'éclairage. Donc forcément, si on leur installe une vraie technologie, la bonne performance, et surtout en fait, c'est d'accompagner le client dans le suivi et la maîtrise de ses consommations. C'est-à-dire que oui, on installe de la technologie, oui, on va faire 90% de réduction de consommation d'éclairage, de consommation d'éclairage,
Mais on va apporter aussi, justement, toute une infrastructure qui sera connectée et pilotée et qui va capter de la donnée de présence, la lumière naturelle, parce que les entrepôts ont aussi des skydomes, enfin des puits de lumière. Donc c'est utiliser la lumière naturelle pour éclairer l'entrepôt plutôt que d'utiliser que de la lumière artificielle, donc électrique. On sait le coût de l'énergie est très important et prépondérant. Donc, en dehors du fait d'apporter de la sécurité, du confort de travail, c'est évidemment de gagner, d'être économe en énergie et sous, parce qu'aujourd'hui, un acteur logistique, quand on regarde le résultat à la fin de l'année, la moindre économie va compter. Donc, c'est aussi apporter de la productivité, on va dire PNL dans son activité. Merci. Alors Jean-Paul, en tant que développeur, un entrepôt intelligent, et tout à l'heure on en parlait encore, c'est aussi la capacité pour le développeur de réunir les deux mondes qui souvent s'ignorent, c'est-à-dire le monde de l'immobilier logistique et le monde des automatismes. Là, tu nous emmènes tout de suite dans le rêve, donc on se projette un peu. C'est vrai que le constat aujourd'hui, c'est que le monde de l'immobilier logistique et le monde de l'exploitation logistique sont deux mondes qui se connaissent peu, qui se comprennent mal et qui parfois se font peur l'un l'autre. Et donc on voit souvent des logiques très différentes entre une logique propriétaire, investisseur, qui veut avoir un bâtiment le plus simple possible, hein. Pas boîte à chaussures parce que c'est pas beau et on met autre chose que des chaussures dedans, mais bien construit, bien isolé. Donc, au niveau énergétique, ça, c'est pris en compte par le développeur immobilier pur. En revanche, ce qui se passe à l'intérieur, beaucoup d'investisseurs trouvent que c'est quand même très bizarre, c'est très compliqué, il y a autant de process logistiques qu'il y a de clients, donc impossible de réunir les deux mondes. Et pour avoir eu un pied dans chaque monde au cours de ma carrière, je suis convaincu qu'on peut réunir ces deux mondes si on pense l'automatisation comme une partie intégrante d'un process, avec cette préoccupation de l'investisseur d'avoir quelque chose de polyvalent. Donc on peut en parler très longtemps, ouais. Je ne veux pas tenir la parole trop longtemps. Mais justement, à quel moment cette réconciliation entre ces deux mondes doit s'opérer ? Elle peut s'opérer à partir du moment où on imagine une automatisation suffisamment standard, oui, pour retomber dans les critères de standardisation de l'investisseur. Parce qu'un investisseur, c'est quoi sa préoccupation ? C'est d'avoir un bâtiment qu'il peut louer et qu'il pourra relouer. Donc, au départ du premier locataire, au bout d'un premier bail ou même au bout d'un certain temps, hein, ça peut être plusieurs années ou dizaines d'années, il faut être capable de réutiliser le bâtiment facilement. Jusqu'à aujourd'hui, la logique investisseur est de dire je loue un bâtiment non occupé, enfin non équipé. À la fin, le locataire repart avec ses équipements et je reloue un bâtiment non équipé. Ça fonctionne depuis des années. Donc là, le modèle est éprouvé, tout va bien. Là où on atteint la limite du modèle, c'est quand on a besoin d'augmenter vraiment de la productivité et que l'accès à cette productivité peut coûter très cher si on la fait locataire par locataire. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'il y a des éléments d'automatisation, donc de performance, qu'on peut intégrer au bâtiment de façon beaucoup plus durable, oui, et qui puissent être réutilisés d'un locataire à l'autre parce que pensés de façon suffisamment modulaire. Et c'est ça l'idée qu'on cherche à développer aujourd'hui. Alors, on va passer la parole à Olivier, donc, qui est un fabricant de robots. Peut-être 2 mots sur justement la solution Scalog pour qu'on comprenne bien comment elle peut s'intégrer dans un bâtiment logistique. Alors effectivement, juste pour expliquer ce qu'on fait, donc nous on développe, hein, on conçoit et on produit nos machines, pas très loin à Nanterre. Donc c'est des machines qui font 50 cm de haut, qui déplacent des étagères de 2,50 m. Pour ceux qui connaissent Amazon, c'est un produit un peu semblable où on déploie une centaine de machines qui vont déplacer des étagères à des postes de picking, ce qui évite aux préparateurs de commandes d'aller de marcher, de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher les produits. Donc nous, on vise à accélérer, optimiser la préparation des commandes avec notre système, aussi bien au niveau des robots, mais toute la partie logicielle qui vient piloter et optimiser notre flotte de machines. Juste pour information, donc c'est une société que tu as créée il y a 10 ans à peu près.
et qui aujourd'hui est déployé bien sûr dans de nombreuses entreprises en France, dans l'industrie, dans la distribution, mais également dans le monde entier. Tu vends des machines aux États-Unis, en Asie, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc on a plus de 2000 robots déployés, plus de 80 sites, et majoritairement en France, en Europe, mais également, comme le précise Jean-Philippe, aux États-Unis et au Canada avec des partenaires distributeurs. Voilà, enfin, quand on fabrique des robots en France et qu'on en vend aux Américains et en Asie, je pense qu'il fallait quand même le souligner. Alors oui. Peut-être que c'est intéressant de rebondir sur ce qui est dit sur le bâtiment. C'est vrai que nous, on le voit un peu comme enfin, jusqu'à présent, on le voyait un peu comme une contrainte. Le bâtiment est une contrainte technique. On voit ça comme une dalle. Il faut que nos machines soient capables de rouler sur une dalle qui soit suffisamment plate. La hauteur du bâtiment, on cherche à exploiter la hauteur du bâtiment. Donc on n'a pas effectivement beaucoup de liens entre ce que tu disais, Jean-Paul, entre les créateurs de bâtiments logistiques et nous, sociétés qui cherchons à équiper les bâtiments. Donc dès le départ, en fait, on a cherché à être complètement agnostique à tout type de bâtiment. C'est la raison pour laquelle on arrive à s'installer dans des bâtiments très exigus, particuliers, parfois à faible hauteur. On a même installé notre système dans des immeubles au 7e étage. Donc on cherche à être agnostique. Néanmoins, on voit qu'effectivement ça évolue et le bâtiment logistique cherche à évoluer. Et donc on adapte, en fait, on cherche nous aussi à comprendre en fait ce qui se passe à ce niveau-là pour essayer d'adapter nos solutions pour être le plus adapté aux évolutions du marché, quoi. Et effectivement, en termes d'évolution, je pense que ce qui a déclenché ces réflexions sur le fait d'être plus intégré et de commencer à se comprendre et à se parler, c'est la logistique urbaine. Tout le monde parle de logistique urbaine. On peut faire une séance entière. Je vais faire du teasing. On fait une conférence demain là-dessus, sur le modèle qu'on développe à la même heure. La problématique de la logistique urbaine, c'est qu'il faut se rapprocher des centres urbains, qui sont plus denses que les entrepôts dont tu parlais, boîtes à chaussures sur des bords d'autoroute. Qui dit environnement plus dense dit foncier plus contraint, plus cher, plus compliqué, parce que ça peut être des friches, ça peut être des délaissés de terrain, on peut être dans des zones vraiment complexes. Et donc, quand on peut plus s'étaler, assez logiquement, tout le monde en arrive à se dire, si on ne peut pas s'étaler, il faut monter. Donc, on commence à entendre parler beaucoup verticalisation. Et si je suis un peu réducteur, parce que j'en fais partie, si on dit à quelqu'un de l'immobilier, faut monter, il fait des étages. Parce qu'il a fait des logements. Au lieu des maisons, on a fait des logements pour gagner de l'espace. On a fait pareil avec des tours de bureaux. Et puis maintenant, on commence à voir fleurir des projets de logistique à étage. Problématique d'une logistique à étage, c'est qu'il faut quand même renforcer les structures. Parce que si on met 3-4 niveaux d'entrepôt les uns sur les autres, celui du bas, il prend un peu cher. Et puis, il faut accéder à ces niveaux. Donc, il faut faire des rampes. Et dans la logique logistique classique, un loyer d'un bâtiment logistique, c'est un prix au mètre carré. Les rampes, c'est gratuit. La structure, ça fait partie. Et tous ces surcoûts ramenés au mètre carré, ça fait des loyers très chers. Or, comme le disait Corinne, la logistique, c'est un métier de pauvre. C'est un centre de coûts. C'est rarement un centre de profit en tant que tel. On fait de la logistique parce qu'on est obligé de la faire. Donc, il faut la faire le moins cher possible. Et donc, il n'y a pas une élasticité sur les loyers infinie. Quand le loyer est trop élevé, on ne peut plus louer un bâtiment, même s'il est bien placé, même si... il développe beaucoup d'espace en étage. Et donc, il y a un vrai besoin de trouver un modèle nouveau. Et c'est là où le pont avec l'automatisation peut se faire, parce que le meilleur moyen d'utiliser la dimension verticale, c'est quand même l'automatisation en stockage en grande hauteur. Et là, on fait se joindre deux mondes qui, jusque-là, n'avaient pas besoin de se parler, parce que tant qu'on pouvait s'étaler, tout allait très bien. On trouvait plein de solutions pour se mettre dans des entrepôts existants. Et ce que tu disais sur la polyvalence de ta solution marchait très bien dans un entrepôt classique. Mais un entrepôt à 20 ou 30 mètres de haut, ça ne marche plus. Donc c'est pour ça qu'il y a une voie qui s'ouvre à cause de ces contraintes nouvelles. Et puis, je peux rajouter quelque chose, c'est que il y a celui qui conçoit, il y a celui qui va exploiter, et puis il y a plein de technologies. Il y a des robots, il y a de la LED, il y a tout ça. Et en fait, à un moment donné, on manque beaucoup d'expertise aussi et de liens aussi entre les solutions elles-mêmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des bâtiments qui ont été équipés, mais personne derrière pour les maintenir.
parce qu'effectivement, on a vendu un bâtiment équipé, mais après, l'exploitant, qu'il soit d'ailleurs durable, le même client final pendant longtemps, ou des locataires différents, qui a installé la GTB, puis c'est pas garanti, et puis il n'y a pas de service. Donc ce qui est encourageant, je trouve, cette année, grâce aux différentes réglementations, aux différentes attentes économiques, écologiques et sociales aussi, le côté RSE plus largement, c'est qu'on en arrive quand même à se poser... On parle du décret tertiaire et du... Alors, c'est le décret tertiaire, c'est les contraintes économiques. Les entreprises doivent faire face quand même à des montées, des augmentations de coûts de l'énergie. En fait, surtout, aucune visibilité sur l'avenir, quoi. C'est-à-dire que les gens disent « Ah ben tiens, ça a augmenté, ça arrive à 40 centimes, puis là, maintenant, c'est à 10 centimes. » Mais en fait, comment je fais un budget, comment je fais des prix de vente avec tout ça, le coût du transport toutes ces fluctuations font que aujourd'hui, si on doit réfléchir business, durabilité de mon entreprise, avant tout, je dois être assise sur un socle avec un bâtiment effectivement le plus opérationnel possible, le plus productif, le plus efficace possible, et avec, heureusement, pas que de la technologie, mais des experts, des entreprises comme nous, comme Olivier, qui vont apporter cette couche de service, d'accompagnement et pourquoi pas d'engagement à long terme sur la performance que j'ai annoncé que mon produit, que ma solution allait faire. Et quand je dis accompagnement, c'est la capacité à garantir la performance dans le temps et à s'engager. Merci. Marc, est-ce que le contractant général n'est pas finalement la passerelle entre ces deux mondes qui s'ignorent, dont parlait Jean-Paul tout à l'heure ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'un contractant général, souvent, il a qu'un seul client qui est l'investisseur du bâtiment. Et alors c'est fini ce temps-là, mais des fois des investisseurs en blanc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui va exploiter le bâtiment. Donc c'est quand même très compliqué de savoir quel est le bon système qu'il faut mettre pour quelqu'un qui va exploiter, qu'on ne connaît pas. Donc en général, c'est la bonne passerelle quand on a un client propriétaire exploitant. Là, ça marche très très bien. Et en général, c'est là qu'on a les entrepôts les plus optimisés parce qu'on parle à la même personne, que ça soit pour optimiser le confort de son bâtiment, la performance énergétique du bâtiment ou la performance logistique. Et là, les technologies digitales sont en réalité très bonnes. Aujourd'hui, les solutions, elles existent, les solutions techniques, que ça soit du BIM au moment de la conception, toutes les technologies qu'il y a autour de la GTB. Alors, il y en a beaucoup. On a tous les IoT, on a toutes les technologies filaires avec. Alors, c'est peut-être d'ailleurs, il y en a peut-être trop. C'est peut-être ça la difficulté. Mais à la fin, on arrive à avoir des technologies qui sont, multifonctionnelles. C'est-à-dire finalement, ce qui se passe dans la GTB, c'est-à-dire des capteurs, des automates et des actionneurs, tout ça, ça se parle avec plein de technologies, mais ce qui est intéressant dans l'entrepôt intelligent, c'est qu'on ait un concentrateur à un moment donné qui fasse que tout est, et d'ailleurs c'est de plus en plus ça qu'on fait, tout est mis dans le cloud dans un langage d'informaticien. Et c'est là qu'on commence à avoir les bonnes graines de l'entrepôt intelligent, parce qu'une fois que tout le pilotage et la donnée du bâtiment est mis à disposition d'informaticiens, d'ailleurs, c'est ce que je dis, c'est pas le bâtiment qui deviendra intelligent, c'est les programmes informatiques qui sont intelligents. Et d'ailleurs, parfois, pas que les programmes. Moi, je trouve que déjà, quand on a un bon bâtiment avec de la donnée qui est très intelligible, le cerveau humain est déjà très performant, en fait. C'est-à-dire, quand on a un responsable d'exploitation qui a accès à la donnée de façon très claire et qui peut prendre des actions faciles à piloter, on fait déjà des améliorations substantielles. Certainement pas autant qu'une intelligence artificielle qui va piloter en temps réel, en optimisant en fonction des conditions extérieures, en fonction des usages du bâtiment. Mais bon, ça c'est la cerise sur le gâteau. Il y a déjà beaucoup à faire avec simplement un bon pilotage et une bonne lecture de ce qui se passe dans son bâtiment. Et effectivement, quand on a un client qui est à la fois sensible à sa performance logistique et sa performance environnementale dans le bâtiment, on peut commencer à imaginer des passerelles.
et on en discutait, la première passerelle évidente, ça reste quand même sur l'énergie. C'est quand on a de l'automatisation, on a la consommation énergétique. Quand on a un bâtiment qui consomme de moins en moins et par réglementation qui produit de plus en plus et qui en réalité produit aujourd'hui en logistique plus qu'il ne consomme, l'important c'est d'essayer d'auto-consommer sa propre énergie et donc de piloter la consommation en fonction de sa production. L'intégration de cette technologie, ça change un petit peu votre métier de constructeur? Ça devrait, parce que en fait, ça change pas assez, on va dire, parce que le vrai sujet, c'est finalement, ouais, alors qui paye, mais aussi qui achète et qui pilote, parce que finalement, un ordinateur. Alors, c'est pas vraiment le bon sujet sur l'ordinateur, mais c'est les robots. Si jamais Olivier, il vendait des robots et puis qu'il disait tenez, voilà, vous les avez achetés, vous vous débrouillez, ça ne marcherait pas. Et ben la GTB, on est quand même un petit peu dans le même sujet. Quand on vend une GTB et qu'on dit tenez, la voilà, débrouillez-vous, et ben ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc il y a aussi un sujet d'exploitation. Mais pour l'instant, en tant que constructeur, on fait en sorte déjà d'avoir des GTB de proposer des GTB qui sont efficaces, fiables et faciles à maîtriser. Ouais. Mais c'est nécessaire et pas suffisant. Jean-Paul. Je pense qu'il y a effectivement, dans ce que tu viens de décrire, pour que tout le monde le voit bien, le monde de l'immobilier logistique, en fin de compte, c'est deux clients. Il y a un client utilisateur et puis il y a le client investisseur. Et leurs objectifs ne sont pas les mêmes. Donc, typiquement, sur l'aspect énergie, l'investisseur, de toute façon, il n'a pas le choix. Il faut qu'il y ait des panneaux photovoltaïques sur le toit, c'est une obligation. Donc, il commence à se dire, je vais générer de la valeur avec le photovoltaïque que je mets sur le toit. L'utilisateur, en fonction de ce qu'il fait, parce que ça peut être un entrepôt sec, frais, surgelé, et donc les besoins énergétiques ne sont pas les mêmes, manuel, mécanisé, encore une fois, les besoins ne sont pas les mêmes. Lui, il va avoir envie d'autoconsommer. Déjà, il faut qu'il y ait une discussion entre locataire et propriétaire pour savoir qui bénéficie du photovoltaïque. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Du coup, l'investisseur, lui, quand ça ne le concerne pas directement, comme lui, c'est un pur financier, si ça a une logique de rentabilité financière, c'est intéressant. Si ça a une logique d'optimisation de l'exploitant, mais que ça ne change pas le loyer, et qu'il n'arrive pas à changer le loyer à cause de ça, il va dire je le laisse au locataire. Et le vrai changement de paradigme, il est là. Il est d'arriver à convaincre l'investisseur qu'en faisant, lui, une partie d'investissement durable, il va amener une productivité à son locataire qui, du coup, va avoir un impact sur le loyer que lui va pouvoir percevoir. Et sur la valorisation de son patrimoine. Et sur la valorisation à long terme. Mais ça, la valorisation, il en est déjà très conscient. Et au contraire, il ne faut pas que ça lui fasse peur, parce que le problème typique d'un investisseur, et on l'a beaucoup vécu dans le passé, pour avoir fait 20 ans d'automatisation avant de faire du bâtiment. Moi, quand je suis rentré chez Concerto, avant même que ce soit racheté par Kaufmann, la première chose qu'on m'a dit, c'est « tu parles plus d'automatisation, ça fait peur aux investisseurs ». Parce qu'il y a eu plein de sujets où l'automatisation étant spécifique et faite au cas par cas pour un utilisateur, quand il partait, on ne savait plus quoi faire de l'automatisation. Je prends toujours cet exemple très trivial. Vous faites un entrepôt automatique pour Kellogg's pour des palettes de cornflakes. Les palettes, elles font 250 kg. On va payer un pelletier qui porte 250 kg. Le jour où Kellogg's s'en va, il n'y a plus personne qui peut utiliser ce pelletier. Parce qu'une palette, ça peut aller à 1 tonne. Et si c'est 250 kg, ça ne marchera pas pour les autres. Ce qui n'est plus le cas avec Scalog, puisque ce sont des solutions en fait, qui évoluent avec la solution et qui s'adaptent effectivement. Oui, tout à fait. Excusez-moi, j'ai un mot de gorge. C'est là qu'est né effectivement Scalog. C'est qu'on voulait avoir une solution qui soit extrêmement flexible, agnostique à tout bâtiment, qu'on puisse facilement déménager, qu'on puisse exploiter dans des environnements très, très divers. Et on a plein d'exemples de clients qui ont déménagé leurs machines, qui louent parfois des robots pendant certaines périodes d'activité. Donc on rend l'entrepôt intelligent parce qu'on apporte une solution intelligente qui s'y adapte. Et on ne va pas adapter le bâtiment à la technologie. Pour nous, notre conception de la robotisation, c'est l'inverse. C'est la technologie qui doit s'adapter au bâtiment et être le plus agnostique, le plus agnostique possible. Les seuls finalement connecteurs qu'on a pu et qu'on peut faire avec le bâtiment aujourd'hui, c'est le système de sprinklage.
On va se connecter dessus et on va effectivement interagir en fonction de si une activation, arrêter tout le système. On a vu d'autres technologies mettre feu à des entrepôts, notamment en Angleterre. Donc ça devient de façon un sujet primordial, en fait, le risque feu. Et donc on va apporter de l'intelligence. Nous, on est capable de couper notre système de façon immédiate en étant connecté à des éléments du bâtiment. D'accord. Corinne ? Oui, je voudrais aussi rebondir là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entrepôt, même si le client y reste, il doit effectivement évoluer. Il faut qu'on fasse preuve d'agilité. Et nous, ce que je vois depuis très peu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la première année où il y a des propriétaires ou des investisseurs qui viennent nous voir, nous, le Studio LED, pour équiper leurs entrepôts nativement, donc en construction ou en rénovation, de nos technologies. Ce qui est déjà un très, très, très grand pas, parce que nous, ça fait 10 ans qu'on dit, voilà, il ne suffit pas de poser de la LED, il faut aller au-delà de ça. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, donc on pilote à distance l'éclairage. Là, on est capable d'avoir de la donnée de température, de présence, et ce qui est déjà, et d'usage du bâtiment. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la première étape qu'on va faire, c'est équiper, on va mettre une nappe d'éclairage dans un entrepôt, qui est le client final A. On va l'adapter, on va faire des réglages de manière à adapter à l'activité. Le client s'en va, c'est pas grave. On va régler sans avoir besoin de revenir. On va réadapter les réglages, les paramétrages de tous nos systèmes d'éclairage à distance pour correspondre aux besoins d'éclairage du nouveau locataire. Et ça, c'est honnêtement, c'est très écologique, parce que je ne parle même pas du fait que ce soit quand même plus durable plutôt que d'avoir à changer à chaque changement de locataire ou à chaque changement d'activité du même locataire et d'avoir à venir prendre une nacelle, etc. Enfin, on voit bien, on évite quand même beaucoup de gestes, d'incidents, d'accidents et bref, on réduit l'empreinte carbone globalement. Et surtout, on a quand même des solutions très simples à distance qui nous permettent de connaître beaucoup de la vie de l'entrepôt. Et comme je parle de la température, ça peut être des alertes en cas de début d'incendie, quelque part, parce qu'on ne va pas mettre des caméras ou des capteurs partout. Sauf que nous, nos luminaires, on intègre des capteurs de l'IoT, des capteurs qui détectent justement et qui sont capables de remonter de la donnée et de créer de l'alerte. On parle de la température. La passerelle, ça va être de dire, puisque je sais qu'il n'y a personne dans le bâtiment, je ne vais pas chauffer. Donc, c'est pour ça qu'on installe maintenant naturellement de la GTB dans les bâtiments, que ce soit des bureaux ou de la logistique, quel que soit l'environnement. C'est d'installer effectivement des automates qui vont se servir de la donnée. Et on ne va pas dire aux clients, débrouillez-vous, on vient vous installer à GTB, c'est subventionné ou pas d'ailleurs. Ça, c'est encore des trucs. Enfin, maintenant, ça va être obligatoire avec le décret BACS. Ce qui est obligatoire, c'est de s'équiper, de maîtriser, de contrôler et de vérifier. Parce que en fait, les gens ils disent je m'installe d'une GTB et yallah. Pas du tout, en fait. C'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est vous devez prouver grâce à des dispositifs comme le décret tertiaire ou la CSRD. C'est que maintenant, c'est pas sur ma bonne volonté, je vais essayer de réduire, je vais essayer de faire mon maximum, et puis on sait très bien comment ça finit. C'est j'ai fait ça pour atteindre ça comme engagement. Je veux 90% de réduction de consommation et je vais vous prouver que j'ai fait finalement 90% de réduction de consommation selon l'usage, et l'évolution de mon activité. Oui, je crois que c'est vraiment ça ce qui a changé en fait, c'est le décret tertiaire, c'est-à-dire c'est la fin de l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. Et donc l'obligation de résultat, le décret tertiaire, je vous rappelle, c'est l'obligation pour des bâtiments de consommer moins que X kWh d'énergie finale par mètre carré par an en 2030. Et ça, c'est ce qui oblige le propriétaire et l'utilisateur à se réconcilier, parce que en fait, la performance réelle d'un bâtiment, la performance théorique d'un bâtiment, elle dépend de l'investisseur, son isolation, ses systèmes techniques. La performance réelle, elle dépend en plus de comportement de l'utilisateur. Et du coup, on voit bien que
Un bâtiment qui n'est pas aux normes en 2030, il est invendable. Si c'est à cause du comportement de l'utilisateur, l'investisseur et l'utilisateur, ils ont intérêt à se parler et à trouver. Et la GTB, c'est certainement ce qui va les réconcilier. Comment tu fais pour bien te comporter? Je te donne les outils pour bien piloter ton bâtiment. Et en même temps, je me donne, en tant qu'investisseur, les outils pour vérifier que tu te comportes bien. Et j'ai la façon de montrer que finalement, si le bâtiment n'est pas performant, ce n'est pas à cause du bâtiment, c'est à cause de l'utilisateur. Et donc, je pense que ce décret tertiaire, il change énormément pour la GTB. Il oblige à avoir des GTB performantes qui sont à la fois un outil de pilotage et un outil de contrôle. Jean-Paul. Juste pour rajouter sur ce que vient de dire Marc, une demande quasi systématique des investisseurs aujourd'hui, c'est une labellisation environnementale. Sauf que pour atteindre la labellisation environnementale, il faut quand même la participation de l'utilisateur, sinon on n'arrive pas à avoir tous les points. Donc là, au moins, ça oblige les deux à se projeter ensemble. Et à contrario, dans la série des réglementations qui se veulent vertueuses et qui parfois ne le sont pas tant que ça, comme je disais tout à l'heure, on est obligé de mettre des panneaux photovoltaïques partout, au moins 30% de la surface de toiture. Ça arrive sur les ombrières. Mais il n'y a rien dans la réglementation qui oblige à connecter ces panneaux solaires. Parce qu'Enedis n'est pas capable de récupérer le courant partout. Donc, il faut les mettre. Mais si on les a mis, on est bon, on est conforme. Ils ne produiront peut-être jamais d'électricité parce que l'infrastructure ne permet pas de les connecter. Et là, il y a quand même des aberrations, ou en tout cas un déphasage qui est pénalisable dans des logiques investisseurs et même dans des logiques utilisateurs qui voudraient faire de l'autoconsommation. On a parlé des bâtiments neufs. Est-ce que ce n'est pas encore plus compliqué d'apporter justement de l'automatisation et de l'intelligence à des bâtiments anciens ? C'est certainement plus compliqué, mais aujourd'hui, on a les technologies sans fil quand même qui se développent largement. On a parlé d'IoT. Donc ça révolutionne tout justement pour la rénovation, ou en tout cas pour équiper des bâtiments existants. C'est en train de devenir obligatoire. Le décret BACS dont on a plus ou moins parlé, mais aujourd'hui, il est obligatoire de mettre des GTB assez performantes, BACS compatibles, classées, sur des bâtiments neufs. Mais dès le 1er janvier 2025, donc on y est, ça va devenir obligatoire sur des gros bâtiments existants et en 2027 sur quasiment tous les bâtiments tertiaires, enfin tertiaires, la logistique faisant partie du bâtiment tertiaire. Donc, ça va être obligatoire. 2, c'est vraiment de plus en plus possible et de plus en plus facile. Et 3, en fait, on n'a pas trop parlé de rentabilité, mais il faut être très clair. La GTB, l'automatisation, la digitalisation d'un bâtiment, c'est la solution et la moins chère et la plus rentable pour améliorer les performances d'un bâtiment. Quand vous devez changer votre chauffage, changer votre éclairage, ou pire, réisoler votre bâtiment, c'est beaucoup plus cher et en réalité beaucoup moins rentable. Je crois à part les LED, quand on n'est pas encore en LED. Mais il y a un acteur dont on n'a pas parlé, mais qui font partie de la conception d'un bâtiment, c'est tous les bureaux d'études. Il va falloir quand même que les copier-coller des cahiers des charges, parce que quand on parle, moi quand on arrive et qu'on dit, mais en fait, je prends l'exemple de la Tour Havas, quand on a rénové la Tour Havas, il y a l'année dernière, le siège, le cahier des charges avait été fait par un bureau d'études, tout en DALI, donc câblage de partout, parce que GTB qui allait... sachez aujourd'hui, en tout cas si vous êtes aujourd'hui là à la conférence, l'entrepôt qui devient intelligent, il y a deux manières de le rendre intelligent, effectivement. On câble partout pour mettre du DALI, ou alors on prend le studio LED et il y a 0 câblage. Et c'est important parce que ça veut dire que aussi on a moins de soucis à long terme, des rénovations qui se font rapidement, à moindre coût, et puis qui s'entretiennent très facilement aussi. Parce que le bureau d'études qui intervient depuis des années, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, mais parfois on se retrouve quand même dans la conception d'un bâtiment. Là, on est en train de participer, et j'en suis ravie, à la conception. On va sur le nouveau siège d'Epner, donc à Heurt. C'est un gros bâtiment. Il a fallu quand même beaucoup de discussions, bureau d'études, concepteurs, fabricants, pour essayer de se mettre d'accord, parce que chacun n'a pas les mêmes intérêts, en fait. Nous, on parle client final. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, en fait, le client final, des fois, c'est l'investisseur. Ça n'a rien à voir avec le client final pour moi. Pour moi, un client, c'est celui qui emploie des personnes, qui va créer l'activité, qui va impacter. Alors, je ne dis pas que l'investisseur, il n'impacte pas. Il faut des sous. Donc, on a tous besoin des investisseurs. Je n'ai pas dit le contraire. Mais le problème, c'est que souvent, dans ces histoires de réglementation,
on va trouver des moyens pour arriver à être BRIM, alors qu'en vrai, quand on gratte même pas beaucoup, franchement, on peut être... Non, mais ça en dit long sur la différence entre les deux mondes. Parce que pour toi, le client final, c'est l'utilisateur. Moi, quand j'ai un utilisateur, j'ai fait que la moitié du chemin. Moi, j'ai fini mon projet quand je l'ai vendu. Donc, si mon utilisateur est locataire, quand j'ai trouvé un locataire, ben, j'ai fait une première étape. Mais j'ai encore rien fait. Et ma direction financière, un bail, ça l'intéresse que quand à la fin, c'est vendu. Sinon, je n'ai pas fait mon deal. Donc, mon client final n'est pas ton client final. Et ça en dit très, très long sur les différences de ces deux mondes. C'est comme ça que, en fait, l'idée, c'est de dire, plus ça sera agile, moins ce seront des solutions lourdes. Et aujourd'hui, sachez, parce que bien souvent, on me dit, ouais, mais parce qu'on a commencé, donc, on installe des GTB qui sont connectés à notre infrastructure de points lumineux, et on nous dit, mais c'est fermé. C'est fini l'histoire des les solutions fermées. La donnée, elle appartient au client. Après, le sujet, il est de le client, effectivement, tout seul, pour exploiter sa donnée. J'avoue que c'est pas l'idéal parce que les personnes vont changer, l'expertise, l'appétence. Personne n'est forcément, même si l'outil est simple et accessible, honnêtement, des fois, il y a d'autres priorités sur le plan opérationnel que d'aller chercher dans la base de données où j'en suis dans ma consommation, la température, je ne sais quoi. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, voilà, il faut aller jusqu'au bout des démarches en disant une solution agile qui s'adapte, qui évolue et qui soit suivie. C'est-à-dire qu'avec des hommes et des femmes qui suivent ça. C'est pas que des robots dans la vie. Enfin, c'est comme tes robots tout seuls, ils feront rien. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps à analyser, à comprendre comment fonctionne l'entrepôt existant et voir dans quelle mesure nos robots apportent du ROI, hein, parce que nos clients sont absolument dans une logique financière pure et dure et investissent non pas pour acheter et s'amuser avec des robots, mais pour exploiter avec un outil qui va qui va rendre l'entrepôt plus intelligent, plus efficace. Alors là, on est dans une logique de coût majoritairement humaine, hein, parce que demander à des personnes de marcher, de faire des kilomètres par jour, être dans des environnements qui ne sont pas ergonomiques, c'est là où la robotisation apporte énormément de valeur ajoutée. Et il y a un autre aspect aussi parce que c'est vrai que nous, on a quand même 80% de nos projets qui sont dans des entrepôts existants. On a 20% en fait où c'est des nouveaux. On arrive avec la technologie, avec un nouveau bâtiment qui se crée. Donc c'est plus rare et on voit de plus en plus effectivement la prise en compte des gains de la solution d'automatisation, notamment sur le fait qu'on ait des postes fixes. Donc on sait où les opérateurs vont aller, vont travailler. Donc on peut aménager, faire en sorte, au niveau de la lumière naturelle, de faire en sorte que les postes soient au bon endroit plutôt qu'au milieu de l'entrepôt où vous êtes obligé d'éclairer avec de la lumière qui n'est pas naturelle. Donc voilà, c'est des petites prises en compte que nous, on observe sans pour autant qu'il y ait des liens très très forts entre le bâtiment et l'automatisation aujourd'hui. Dans les entrepôts existants, il n'y a pas des contraintes, je dirais, de dallage, de choses qui devraient être prévues au départ et qui ne sont pas forcément dans les entrepôts existants. Comment les robots peuvent justement s'intégrer dans des espaces qui n'ont pas été prévus à cet effet au départ? Alors, on a des spécifications, nous, effectivement, au niveau des contraintes de dallage, des descentes de charge, etc. Étant donné qu'on a une solution qui fait en sorte justement de s'adapter à tout type de dalles, on est très agnostique. Après, on a parfois on demande de faire des réagréages ou de vérifier certaines zones de dilatation entre les dalles, mais ça reste à la marge. Ce qui est le plus contraignant, ça va être surtout l'exploitation que le client fait déjà dans son entrepôt, les équipements qu'il a déjà et comment nous, on va s'intégrer petit à petit. Il a un client qui est déjà plus ou moins mécanisé, qui a déjà des convoyeurs, qui a déjà une activité, il veut pas l'arrêter pendant plus d'une semaine. Donc, c'est là où la technologie doit être suffisamment agile pour pouvoir s'intégrer progressivement sans avoir un arrêt complet de l'entrepôt. On peut parler de ROI. Oui, Jean-Paul voulait la parole. Non, c'était juste par rapport à cet aspect optimisation. L'optimisation va être pour l'exploitant. Et je pense qu'une des clés pour justement faire tomber le silo entre le propriétaire et l'exploitant, c'est de faire en sorte que ce qui sera pris par le propriétaire, donc financé par le propriétaire,
ne lui amène pas des problématiques d'entretien, de maintenance, de réparation, etc. Donc c'est là où la clé, c'est que les solutions soient simples, robustes, et que l'investisseur continue à voir ça comme un élément de son investissement, c'est-à-dire un élément financier où tout est pris en charge, sous-traité, maîtrisé par quelqu'un dont c'est le métier d'assurer de la maintenance et à coût fixe pour qu'il n'ait pas de surprise dans son bilan d'investissement. Là, dernièrement, justement, la discussion qu'on a pu avoir avec un propriétaire, un locataire, et ben, ça a été justement de dire, bon, l'exploitant va financer lui-même, va investir, ou d'ailleurs, on peut trouver des solutions, on en parlait tout à l'heure, c'est de l'investissement ou de la location. On n'est pas obligé de porter le financement tout le temps. Donc, le locataire, donc l'utilisateur final, va investir et le propriétaire, puisque ça fait partie de son bâtiment, notre garantie 10 ans avec le contrat de service, c'est le propriétaire qui nous le paye chaque année. Et donc, tout le monde est content parce que l'exploitant, il a son retour sur investissement. En fait, en 2 ans et demi, il a une solution super intelligente, confortable, parce que finalement, ça ne touche plus lui. Ce sont ses collaborateurs, etc., qui vont en profiter. Et si demain, il y a un autre locataire, parce que finalement, il part dans 2 ans, 3 ans, au lieu de partir dans 10 ans, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, il va pas les emmener avec lui. Enfin, il pourrait d'ailleurs, mais il va pas les emmener avec lui. Ça va de toute façon servir. Et en attendant, tout le monde aura pu participer et avoir un vrai dialogue constructif. C'est ça qui est intéressant. Et la solution, c'est de mettre des fois, c'est ce qu'on a dit, parce qu'il y a plusieurs locataires différents. C'est qu'en fait, le propriétaire, puisque c'est lui qui nous paye le contrat de service, on met le petit serveur GTB dans un local commun, notre serveur Energy Manager dans un local commun, et ce qui fait qu'il y a un seul, et finalement, on optimise les coûts, puisqu'il y a un seul serveur pour différents locataires. Donc tout le monde, et après chacun peut-être a une antenne, 2 antennes, selon le nombre de points lumineux ou les systèmes GTB, mais en fait, on optimise aussi, on peut rationaliser. À ce niveau du débat, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui. Alors, je ne sais pas si on peut vous porter un micro à monsieur. Oui, mais c'est surtout pour l'enregistrement, donc ça... Bonjour. Une question pour Jean-Paul Rival sur les entrepôts grande hauteur. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme hauteur, et surtout quand on voit les sujets de réglementation ICPE que l'on peut avoir en France? Alors, je vais vous donner mon avis, parce qu'il y a presque autant d'avis que de gens qui parlent d'automatisation grande hauteur. À mon avis, l'automatisation grande hauteur se justifie à partir de 20 mètres. En dessous, l'investissement est trop cher et on n'a pas suffisamment d'écart par rapport à un entrepôt classique. Après, on peut monter à 40 mètres, voire un peu plus. C'est plus une limite de la technologie elle-même. Et aujourd'hui, des entrepôts à 40 mètres, c'est tout à fait faisable. Et pour l'anecdote, le patron des opérations de Concerto a créé 2 bâtiments automatiques de 42 mètres de haut avec 40 000 palettes chacun. Donc, c'est des choses qu'on a vues et qu'on maîtrise. C'est en France, ça? Oui, c'est pour les Grands Chais de France, qui est un distributeur de vin, qui a 2 sites, un en Alsace et un dans le Bordelais, qui font chacun 40 000 palettes et tous les 2 à 42 mètres. Donc, c'est 2 très gros bébés de notre vie antérieure, mais on s'est retrouvés. Après, la question de l'ICPE, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'est plus dans les flumilog classiques, donc on est obligé d'aller faire du cas par cas. Pour autant, je pense que c'est un élément fondamental, notamment si je reviens sur la question de logistique urbaine qu'on a un peu évoquée tout à l'heure, cet aspect obligation de monter pour optimiser l'espace. Si on ne le fait que en empilant des étages, mais qu'on maximise les mètres carrés pour utiliser la surface qu'on a prise et essayer de justifier un loyer au mètre carré le plus bas possible, on va essayer d'éviter l'ICPE, parce que l'ICPE entraîne ne serait-ce que des retraits par rapport aux limites de propriété, pour garder les flux thermiques dans la parcelle, qui font que si on a un terrain qui est déjà pas très grand et qu'on prend 20 mètres carrés tout autour, il n'y a plus beaucoup de place pour le bâtiment. Donc la plupart des développeurs font des bâtiments de messagerie en fin de compte. Ce qu'ils appellent de la logistique urbaine à étage, c'est de la grosse messagerie. Si on fait 5 000 m² au sol, on en fait 4 niveaux, on a un bâtiment de 20 000 m², mais ça ne peut qu'entrer-sortir puisqu'on ne veut pas stocker, puisqu'on n'a pas d'ICPE. Nous, on a pris une logique complètement différente, c'est de se dire l'ICPE, donc la fonction stockage, est une fonction fondamentale de la logistique.
La logistique, c'est basique, hein. Je réceptionne, je stocke, je prépare, j'expédie. S'il m'en manque un, je ne fais pas toute la logistique. Si je ne fais que je réceptionne, je prépare, j'expédie, donc en gros j'éclate, bah, je fais de la messagerie. Mais il n'y a pas besoin de 15 plateformes de messagerie de 20 à 60 000 m² autour de Paris. Parce que les messagers, quand ils font une messagerie qui fait 12 à 20 000 m², elle est déjà grosse. Donc ce marché-là est auto-limité. Alors que de la vraie logistique verticale avec la fonction stockage, celle-là, ne serait-ce que les collectivités auxquelles on parle, elles en veulent toutes parce qu'il y a un autre aspect fonctionnel important, parce que je parlais de faire tomber les silos entre l'utilisateur et l'investisseur. On a peu parlé des collectivités. Les collectivités aujourd'hui, je vais être un peu direct, mais n'aiment pas la logistique. Ça consomme du foncier, ça fait des nuisances, ça fait du trafic, les voisins n'en veulent pas. Donc, on a beaucoup de mal à trouver des endroits pour faire des entrepôts. Une logique d'un buffer en périphérie de ville, mais suffisamment proche pour pouvoir faire de la livraison urbaine propre, donc avec des véhicules électriques ou des véhicules propres, quels qu'ils soient, mais quand même accessible par poids lourd, va permettre une fonction qui aujourd'hui n'existe pas, qui est ce buffer d'entrée de ville, dont tout le monde rêve depuis 15 ans. Hein. On a vu des initiatives avec Jean-Philippe, on en parlait il y a 15 ans avec La Rochelle et d'autres, mais qui n'ont jamais tenu parce qu'elles n'étaient pas rentables. Il faut arriver à trouver une équation qui permet à l'exploitant de ce bâtiment de vivre, donc d'avoir sa rentabilité, et qui permette de massifier les réceptions et de faire les expéditions en flux propre. Et là, vous faites du bien à la ville. Et là, la ville se dit, ah ben là, j'ai une solution parce que je suis bien obligé quand même de faire de la logistique urbaine. Il faut bien que les boutiques et les particuliers puissent être livrés. Donc, j'en veux pas, mais je sais qu'il m'en faut. Et si j'ai une solution qui me permet de la faire de façon plus massifiée sur les flux qui me gênent et uniquement propre sur les flux qui rentrent dans ma ville, là, ça m'intéresse. Et l'effet vertueux d'un concept comme ça, c'est que c'est les villes qui vont dire, j'oblige à aller dans ces entrepôts. Mais c'est un peu la poule et l'œuf. Il faut que l'entrepôt existe pour que les villes y aillent. Sinon, c'est à elles de le subventionner et elles n'y arrivent pas. Donc, il faut créer le mouvement. Et c'est ce qu'on cherche à faire avec ce fameux projet qu'on a appelé LUVA, donc logistique urbaine verticale automatisée, hein, on a déposé le nom, on a déposé un brevet, donc on est vraiment dans un concept innovant. C'est d'arriver à dire aux villes, on a une solution qui limite les flux les plus polluants, qui donc fait du bien à la ville, donnez-nous des terrains. Et surtout sur des formats de bâtiments qui n'ont plus à être les formats de bâtiments classiques. Parce qu'un bâtiment classique, c'est le bâtiment classe A que tout le monde connaît. Hein, donc, c'est des cellules d'au moins 6 000 m², avec une porte tous les 1 000 m², avec une cour camion de 35 à 38 mètres, etc., etc. Vous êtes en entrée de ville. Le projet qu'on fait, on est à 2 000 m² au sol. Donc, impossible de mettre un bâtiment logistique classique à cet endroit-là, mais on va pouvoir stocker 30 000 colis. Donc, c'est un vrai buffer. Mais pour ça, il fallait tout casser. On verra si on y arrive. Hein. Soit ça restera une des idées parmi d'autres auxquelles j'aurais rêvé, soit on en fera un vrai nouveau modèle qui commence à avoir de l'attractivité pour les investisseurs parce qu'ils savent très bien que la logistique de demain va être en partie urbaine. Merci. D'autres questions peut-être ? On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut changer justement dans les bâtiments logistiques ? Marc, qui fait partie du lab innovation de GSE. Alors en fait, elle est en back-office, l'intelligence artificielle, mais c'est grâce à elle que le bâtiment peut réellement être qualifié d'intelligent. C'est-à-dire que quand on a tous les éléments pour mesurer, pour piloter un bâtiment, derrière l'intelligence artificielle, c'est celle qui sera meilleure que le cerveau humain pour analyser en temps réel ce qui se passe et piloter, et donner les ordres, les instructions de pilotage optimisés. Et c'est sûr qu'aujourd'hui... sur l'éclairage, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'intelligence artificielle parce qu'une fois qu'on a mesuré simplement la présence et la luminosité, il n'y a pas besoin de ça pour piloter un éclairage. Sur le chauffage, on commence à le voir parce qu'en plus, on a des chauffages qui sont avec les pompes à chaleur, avec la géothermie aussi, qui sont de plus en plus compliqués. Là, il y a déjà des intérêts à mettre les bons réglages au bon moment, à prédire ce qui va se passer, parce que comme on sait quelle est la température dehors, à quelle heure on a l'habitude de voir le bâtiment qui commence, l'intelligence artificielle, là, elle est capable de faire ça. Et normalement, nous, on travaille avec ce sont des startups ou en tout cas des toutes petites entreprises qui créent ces modules.
ils annoncent, alors je ne suis pas sûr qu'on les vérifie parfaitement sur beaucoup de bâtiments, mais ils annoncent des performances. On va dire qu'une GTB, souvent on dit c'est moins 15% de consommation d'un bâtiment. On peut doubler cette amélioration avec un vrai bon pilotage temps réel. Ah ouais, d'accord. Corinne? Oui, nous on le fait déjà en fait, parce que la donnée effectivement qu'on récolte, on va avoir besoin. De toute façon, il y a des moteurs aujourd'hui qui nous permettent de réfléchir plus vite. Et ça ne veut pas dire d'agir, parce qu'en fait c'est ça qui est intéressant avec l'IA, c'est que vraiment c'est lui apprendre notre métier, c'est-à-dire de vraiment l'utiliser au quotidien, c'est apprendre, l'éduquer pour qu'elle s'approprie des méthodes de fonctionnement, parce que l'éclairage, la GTB, effectivement, on a besoin des données de présence, des données de température, de l'activité du client, tout ça on l'a. On l'a en fait en temps réel, et après c'est qu'est-ce qu'on va lui demander de faire en fait. Et donc nous chez le Studed, on a une équipe d'innovation justement qui travaille en permanence sur ces sujets avec aussi bien Siemens, avec nos grands partenaires, parce que aujourd'hui l'IA c'est juste indispensable si on ne s'approprie pas. En fait, pourquoi se passer des algorithmes ou des éléments directement calculés et se concentrer, nous, sur la stratégie. Quelle est l'action que je fais? Ok, j'ai donné ça ça me donne ça comme résultat. De ce résultat, si on fait ça, on va atteindre tel type de performance, telle augmentation de productivité, et puis ensuite ça va nous laisser du temps en fait pour discuter aussi avec les usagers, les collaborateurs, l'entreprise, le client final, l'investisseur, pour voir justement, grâce à des outils d'analyse, quels sont finalement, on va pouvoir être prédictif, on le sait tout ça. Donc, mais après, c'est facile aujourd'hui de l'utiliser parce que cette donnée, elle existe, elle est collectée, elle est en temps réel. Donc, on peut vraiment agir plus vite et mieux. Merci. Olivier, peut-être sur l'IA. Oui, alors nous, on apporte beaucoup d'intelligence dans nos systèmes. Au niveau de l'IA, on l'utilise, mais de façon assez modeste. Mais je dirais que l'enjeu, il est pas là. Il est vraiment dans l'exploitation au jour le jour de la solution. Parce que derrière les robots, il y a toujours un humain qui fait de la préparation, qui exploite le système, qui fait la maintenance. On parlait de service, c'est omniprésent dans ce que nous, on fournit à nos clients. On ne fournit pas uniquement la technologie, on fournit tout le service qu'il y a derrière, de support, de maintenance. Et puis après, d'optimiser le système. Donc c'est en permanence en fait de la réflexion humaine avant tout, pour savoir aussi pour l'exploitant, lui donner les outils pour décider. Voilà, je vous donne un exemple concret. Il a 5 stations de préparation. En période moyenne, il va en exploiter que 2 ou 3. Et ça va avoir un impact important selon le nombre de stations qu'il va ouvrir, le nombre d'opérateurs dont il a à disposition. Donc c'est plein de petits outils en fait qu'on met à disposition aussi pour détecter des défaillances avant qu'elles n'arrivent, pour garantir un taux de disponibilité du système. Donc c'est plein de petites briques et surtout un accompagnement du client et un suivi du système. Donc on récupère la donnée nous quotidiennement de nos machines, de notre système global, pour être capable de dire combien le système a tourné, combien il a pu produire, et après pouvoir réexploiter cette donnée pour apporter du service à nos clients. Merci. Toujours pas de questions? Si, une question. Attends, je vais te la porter. Oui, bonjour. Donc Hubert-Marie Bouillet, la division immobilière du groupe FM Logistique. Nous sommes exploitants de surface et constructeurs de nos surfaces, et désormais, là, depuis quelques années, constructeurs pour des utilisateurs extérieurs. On a beaucoup parlé technologie. Moi, je pense que être intelligent, c'est savoir s'adapter. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent en phase de conception, un peu comme le disait Corinne. Et s'adapter, c'est en particulier, dans les métiers de l'immobilier logistique, rendre notre projet et les projets acceptables par les parties prenantes, que sont les riverains, que sont l'administration. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses au niveau de la capacité à réutiliser des fonciers déjà artificialisés,
Ce que nous, notre entreprise, avons fait depuis déjà plusieurs années à la demande de certains de nos clients qui avaient des vieux sites industriels. Donc c'est, je pense, cette capacité à prendre en compte un environnement qui devient un peu rétif ou hostile à l'immobilier logistique, qui est aussi une marque d'entrepôt qui devienne intelligent. Ce que je veux juste dire par là, c'est qu'il n'y a pas que la technologie. Il y a également comment est-ce qu'on arrive à insérer un projet dans un environnement qui est plus difficile. Alors, juste une remarque parce qu'elle est épidermique. Je suis complètement d'accord avec vous sur le besoin de réutiliser des friches, d'être vertueux en foncier, de s'intégrer non seulement dans le voisinage, mais dans le plan de développement de la ville ou de la région, et donc d'être très respectueux de l'environnement au sens large. Après, très concrètement, les dossiers sur lesquels on a le plus de problèmes, c'est des friches. C'est vrai, mais si on reste avec le système de réglementation environnementale qu'on a aujourd'hui en France, on n'y arrivera pas. Et donc, il y a une vraie question à se poser de façon très large, hein, c'est que oui, bien sûr qu'il faut qu'on réutilise les friches. Il ne faut surtout pas artificialiser quand on peut ne pas le faire. Ça, on est tous d'accord avec ça. Mais quand vous avez une friche sur laquelle, parce qu'elle est restée en friche, est arrivée une petite orchidée, un crapaud ou une chauve-souris, vous êtes mort. On a des dossiers qui sont plantés depuis 4 ans. Et pour un peu que ce soit dans une zone où l'archéo voulait venir, etc., où il y a des arbres qui ont poussé, enfin, vous empilez des choses dont personne ne parle jamais. On parle du ZAN, on parle des choses comme ça, mais la réglementation telle qu'elle est faite aujourd'hui sur tout un tas de données d'environnement fait que certains projets ne peuvent pas sortir alors qu'ils sont vertueux, que la collectivité en veut, qu'on est soutenu par les mairies, qu'on réhabilite une friche qui était pourrie, qui était sur une décharge, qui était sur un délaissé de terrain avec un parking complètement défoncé, et pour autant on n'y arrive pas. Donc moi, je suis d'accord sur le principe, la réalité est beaucoup plus compliquée aujourd'hui en termes de réglementation. Et ça, c'est peut-être un message à relayer. Je ne sais pas trop à qui en ce moment, il n'y a plus d'interlocuteurs, mais quand il y en aura, ça sera bien de pouvoir en parler. Donc il ne faut pas uniquement que l'entrepôt soit intelligent, mais également la réglementation, c'est ça? Bah, écoute, merci beaucoup Jean-Paul, je crois que ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat sur l'entrepôt intelligent. Si vous souhaitez poser d'autres questions, je pense que les intervenants sont à votre disposition pour y répondre dès maintenant. Merci. Bonne journée, au revoir.